Donc, la course à la chefferie, la coalition Avenir Québec vient de se terminer. On a vu donc Madame Fréchette prendre le pouvoir, pas nécessairement prendre le pouvoir, mais disons plutôt de prendre la chefferie donc à la CAQ. Elle se retrouve donc première ministre. Les choses se stabilisent. Et pour essayer de comprendre un petit peu un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, bien aujourd'hui, on est très content de recevoir Gaétan Lelièvre, notre analyste politique préféré. Donc, bienvenue parmi nous, Gaétan. Merci. Content de te recevoir, ça fait un petit bout de temps d'ailleurs. On s'était dit là, qu'on allait prendre une petite pause pendant que les choses se stabilisent, parce que là, on se demandait entre Mme Fréchette ou M. Drainville qui allait rentrer. Et donc, Mme Fréchette est rentrée. C'était drôle parce qu'on était en train de discuter juste avant l'entrevue, puis là, t'as dit, elle a une job d'été. C'est méchant, mais c'est la joke un peu qui circule. Mais n'en demeure pas moins qu'on sait... Peut-être qu'elle aura une prolongation, on ne sait pas, mais à date, on peut dire que c'est un poste pour estival. le moment, mais de toute façon, peu importe, il y a des élections qui s'en viennent à l'automne. Ça, on le sait. Pour l'instant, elle essaie de faire sa marque, de se démarquer par rapport aux autres. Et là, on n'embarquera pas nécessairement là-dedans. On n'embarquera pas non plus dans toute la question de la carte électorale, puisque c'est extrêmement compliqué. N'en demeure pas moins que Mme Fréchette a donc nommé Catherine Blouin comme ministre de la Famille. Donc, on est content pour Catherine Blouin. Stéphane Sainte-Croix, aurait aimé être ministre, a peut-être choisi le mauvais cheval de bataille, ou est-ce une question de représentation, je ne le sais pas exactement. N'en demeure pas moins que dans la volonté de représentation des régions, il y a une patente. Tu m'excuseras l'expression peut-être, mais Conseil des régions. Quand Mme Fréchette est arrivée avec ça, quand Stéphane Sainte-Croix a été nommé donc sur le Conseil des régions, je ne suis pas trop certain de comprendre exactement qu'est-ce que c'est que ça. Ça te dit quoi? Oui, effectivement. C'est la question que tout le monde se pose. C'est quoi cette bébite-là? Premièrement, je tiens à féliciter Mme Blouin pour sa nomination au Conseil des ministres. Je pense que c'est une belle promotion, une belle marque de reconnaissance. Puis, je suis convaincu qu'elle le mérite. Là. Ça prenait quelqu'un en Gaspésie pour nous représenter. Et aux îles, il faut dire qu'à 7 ans et demi, sur un mandat de 8 ans, enfin, on a un ou une députée de la région qui est nommé ministre. Mais malheureusement, on lui enlève la responsabilité de ministre responsable de la région, tout comme 15 autres députés, ministres, qui ne sont plus responsables de leur région respective. Ça, c'est un recul. On peut parler de plusieurs décennies pour ne pas être dans une situation pareille. Là. Aussi loin que je me souviens, on a toujours eu des ministres responsables d'une région. Souvent, le ministre n'était pas en région. On l'a vécu avec Jean Damour, avec d'autres, entre autres, qui étaient du Bas-Saint-Laurent et qui étaient responsables de la Gaspésie. On l'a vécu avec la CAQ depuis les 7 dernières années. Maintenant, on était heureux d'avoir une ministre de la Gaspésie, mais malheureusement, la réforme de Mme Fréchette fait en sorte qu'on retire la responsabilité d'être un ministre responsable d'une région pour toutes les régions au Québec, c'est-à-dire 16 régions sur 18, sauf Montréal et Québec. La métropole et la capitale demeurent avec un ou une ministre responsable de ce territoire-là, mais pour les 16 autres régions, on leur dit vous allez être sous la responsabilité d'un seul ministre délégué dorénavant et il y aura un conseil des régions pour inviter des gens à venir discuter sur les enjeux des régions. Mais est-ce qu'on a besoin de consultation? Est-ce qu'on a besoin de discussion ou est-ce qu'on a besoin plutôt d'action? Je pense que la réponse est là. C'est ça, parce que là, ce que je lisais, on parle de 18 personnes autour de la table, 17 régions administratives qui sont représentées. Ils ont une réunion toutes les 2 semaines. C'est présidé par Mathieu Lévesque, qui est ministre délégué aux régions et qui relève du ministère des Affaires municipales. C'est quoi? C'est un cadeau, c'est un bonbon pour qu'on se calme les régions? Il faut être honnête, là. J'avais le même statut. J'avais pas un statut plus fort que Mathieu Lévesque. J'étais également ministre délégué aux régions et je relevais officiellement du ministre des Affaires municipales, mais j'ai pas eu 2 rencontres dans la période que j'étais ministre avec le ministre des Affaires municipales. Il s'occupait, Sylvain Gaudreault s'occupait très bien du dossier des Affaires municipales, plus les transports, puis moi, je m'occupais des régions. Donc, à ce niveau-là, ministre délégué ou ministre en titre, là, honnêtement, ça change pas grand-chose. Tu es assis au Conseil des ministres, tu as le même droit de parole, puis je pense que c'est la personne sur le siège qui fait plus la différence que l'appellation du ministère. Une fois qu'on a fermé cette parenthèse-là,
ce que je trouve déplorable du côté du nouveau ministre des Régions, c'est qu'il n'y a d'abord aucun budget attribué. Si tu veux améliorer des choses, si tu veux faire une différence, ben malheureusement, ça prend du budget. Moi, par exemple, j'avais 470 millions en dollars 2012. Aujourd'hui, on peut dire que ça serait peut-être 700, 800 millions pour faire une différence dans le dossier des régions. C'était quand même intéressant, je pense. Là. L'autre élément, c'est que la première ministre, Mme Marois, m'avait nommé vice-président d'un comité de développement économique sur l'avenir de la région Gaspésie-des-Îles. Et elle, comme première ministre, était la présidente du comité. Donc, on avait aussi donné au ministre délégué un mandat spécifique qui était de mettre en place une stratégie de développement pour la région de la Gaspésie-des-Îles. Ça a donné quand même des résultats, je pense, intéressants dans le peu de temps que nous avons été au pouvoir. Et ça permettait aussi d'avoir une connexion directe comme ministre des Régions avec les intervenants du milieu. Au lieu d'avoir un comité composé de députés qui vont réfléchir sur les défis des régions, peut-être proposer des alternatives, moi, j'avais un comité aviseur qui était composé des gens directement sur le terrain. Je n'avais pas d'intermédiaire. J'avais, par exemple, la présidente de Solidarité rurale, Claire Bolduc, préfet aujourd'hui au Témiscamingue. J'avais le président de la Fédération québécoise des municipalités. J'avais le vice-président de l'Union des municipalités du Québec, de l'UMQ, et d'autres personnes qui, eux, étaient vraiment des acteurs nommés par les différents milieux et pouvaient avoir un accès direct au ministre des Régions pour proposer des alternatives. Donc, il n'y avait pas de filtre entre les représentants du milieu et le ministre des Régions. Alors que là, on va avoir 18 députés qui vont tenter de défendre le mieux possible les réalités des régions. Mais ils sont avant tout députés du gouvernement en place. Donc, est-ce qu'ils vont brasser? Est-ce qu'ils vont déranger? On peut se poser la question. Alors que moi, j'avais de la pression de par les commettants du milieu. Parce que là, en tout cas, ma lecture à ce stade-ci, c'est que, là, tu me dis, ça n'a pas de budget, c'est comme il y a quelques mois à peine avant les prochaines élections, le sentiment qu'on a en tant que simple citoyen, et je me considère simple citoyen dans cette histoire-là, j'ai l'impression que c'est plus cosmétique qu'autre chose. On verra, comme la célèbre parole de M. Legault a dit souvent, on verra les résultats, mais il reste très peu de temps. Et à mon avis, le gain, c'est une bonne nouvelle d'avoir nommé un ministre délégué aux régions, mais c'est un pas en avant et quelques pas en arrière par rapport aux régions. Puis je m'explique. Le pas en avant, on a un ministre délégué aux régions, peut-être trop peu, trop tard, mais on l'a quand même, on salue ça. Où on recule, c'est qu'on a perdu un ou une ministre responsable de notre région. Écoute, ça fait 7 ans et demi qu'on attendait que le gouvernement de la CAQ nomme un ou une députée de la Gaspésie-des-Îles ministre et responsable de la région. Bravo, Mme Blouin se fait nommer ministre. On y enlève la responsabilité de la région. Ça, c'est un pas en arrière. Et le fait aussi que le ministère des Régions n'a aucun budget pour vraiment effectuer, réaliser des dossiers concrets. Bien, ça, je pense que c'est un recul aussi. Et le peu de temps qu'il nous reste, là, on s'entend, si on veut adopter des lois, des législations sur les régions, il nous reste jusqu'au 15 juin. Ensuite, le Parlement est dissous et probablement qu'il ne reviendra pas à l'automne parce que les élections sont le 7 ou le 8 octobre, puis on prévoit 30 à 35 jours, donc il n'y aura pas de rentrée parlementaire. Donc, qu'est-ce qu'un ministre peut faire dans si peu de temps? Fait qu'on verra. À ce stade-ci, j'ai l'impression, c'est même pas un pas en avant, c'est comme si on était en mouvement puis qu'on était arrêté dans notre pas, justement. Là, on n'a pas encore posé le pied plus loin. Fait que ça, c'est ça pour ça. À ce stade-ci, parce que, tant au niveau de la carte électorale, il y a encore beaucoup de mouvances. Juste peut-être pour terminer, là, je l'ai mentionné rapidement, mais je pense que l'élément, moi, qui me préoccupe le plus dans tout ça, dans cette nomination-là, de cette nouvelle structure-là, pourquoi a-t-on maintenu un ministre responsable de la capitale nationale, un autre ministre responsable de la métropole, et pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose pour les 16 autres régions? Là, ça va être des députés qui vont vous représenter. J'ai un immense respect pour les députés. C'est des gens qui travaillent très fort, qui sont dédiés, engagés. Mais malheureusement, je suis obligé d'admettre qu'il y a une différence entre le pouvoir d'un ministre et d'un député. Donc, si les ministres ne sont plus nécessaires pour représenter chacune des régions, pourquoi est-ce qu'on les a gardés pour Québec et Montréal? Ça me paraît inéquitable. Effectivement. Sinon, on va rester là pour l'instant parce qu'on va voir comment effectivement les choses vont évoluer. J'espère qu'on va se revoir avant l'été d'ailleurs.
parce que on pense que ça va continuer d'évoluer prochainement Souhaitons-le que ça évolue à différents positivement. niveaux. Sinon, si on retourne sur sur le plancher des vaches, ou presque, il y a d'autres dossiers qui retiennent notre attention ces derniers jours, en fait. Dans un premier temps, je vais commencer avec celui-là. C'est tout ce qui concerne le Bureau de la protection de la faune. Là, tu me diras, je passe du coq à l'âne, mais n'en demeure pas moins que ça fait partie des dossiers qui préoccupent la région. Donc, Bureau de la protection de la faune de Chandler, qui était menacé de fermeture, non-renouvellement du bail, etc., etc., etc. Et là, on entend qu'il y a une possibilité de prolongation du bail, mais n'en demeure pas moins que quand on regarde le Bureau de la protection de la faune de Chandler, c'est surprenant de le voir rapetisser comme peau de chagrin au fur et à mesure. En 92, il y avait 25 agents. En 2017, il y en avait 8. Aujourd'hui, il y en a 1,5, 2, genre, comme style. N'en demeure pas moins que le Bureau de la protection de la faune de Chandler, c'est quand même un des plus importants. Et malgré tout, il y a une volonté de le fermer. Pourquoi? Bonne question. J'étais hier au rassemblement à Chandler pour le maintien des services. D'ailleurs, il y avait quand même une bonne représentation. On parle d'une centaine de personnes. On avait 2 députés, un représentant du Parti québécois, M. Bérubé, un représentant du Parti libéral, de l'opposition officielle qui était présent également, le député de Néligan. Donc, un beau consensus de 2 formations politiques qui ont fait une belle présentation commune ensemble, un bel exemple de solidarité politique. Ça a été apprécié par les gens. Et écoutez, quand on regarde cette décision-là, c'est inexplicable parce que, tu l'as bien mentionné, on est parti au-delà d'une vingtaine d'effectifs à aujourd'hui. Il y avait hier, là, ce que les gens m'ont dit sur le terrain, il reste 2 effectifs au bureau de quelqu'un qui est sur le point de prendre sa retraite dans quelques années et un jeune, qui représente la relève. Donc, 2 agents sur un territoire, écoute, là, Igor, là, sur un territoire de plus de 7000 km² qui représente 8 fois la dimension de l'île de Montréal. Puis, à 2 agents, on demande à 2 agents d'assurer la protection de la faune sur un pareil territoire. En plus de ça, il n'y a pas seulement que l'étendue, parce que partout dans les régions, en Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, on a des grands territoires. C'est grand, 7000 km² pour 2 agents, mais disons que ce qu'on doit ajouter au défi en plus, c'est le fait qu'on a un territoire qui est extrêmement, je dirais, il y a une grande pression sur ce territoire-là. On a 7 rivières à saumon de renommée certaines internationales. On a 2 ZEC. On a un parc national, le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, je ne le savais pas, fait l'objet d'interventions par aussi des agents de protection de la faune. On a l'une des plus grandes, sinon la plus grande réserve écologique du Québec, qui est la réserve écologique de la Grande-Rivière. Puis tu sais, une réserve écologique, là, pour ceux qui nous écoutent, là, le niveau de protection est tellement élevé que tu n'as même pas le droit d'aller à pied marcher dedans. Puis ça, c'est des dizaines de kilomètres là, carrés qui sont protégés par nos 2 agents de la faune. Protéger, c'est un grand mot. Théoriquement, en pratique, est-ce qu'ils ont vraiment le temps? La réponse, c'est non, c'est clair. Donc, puis en plus de ça, s'il y a plus de potentiel, s'il y a plus de lacs, plus de rivières, plus d'activités, il y a un pourcentage, malheureusement, d'actes répréhensibles aussi qui va avec ça. Donc, beaucoup de dénonciations, beaucoup de plaintes, beaucoup d'interventions au bureau de Chandler, qui fait que c'est hier, le représentant syndical national nous mentionnait que c'est un des bureaux qui a le plus de sollicitations en termes d'intervention dans tout le grand district là, de Québec à Gaspé. Donc, s'il y a un endroit où on a besoin de services de protection, c'est bien Rocher-Percé via le bureau de Chandler. Et la décision du gouvernement, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on a, depuis des années, passé d'un bail de 5 ans à un bail annuel. Et là, c'est pas une question de loyer quand même. Là. Exactement. Il ne faut pas dévier la problématique. Il y a eu une intervention de la part de la députée de Bonaventure, Mme Blouin, députée ministre dans les derniers jours, à l'effet de proposer aux propriétaires une extension d'1 an. Nous, ce qu'on demande, les gens présents, c'est on ne s'occupe pas du bail. Le local, là, si ce n'est pas dans ce local-là, ce sera ailleurs. Le gouvernement ne ferme pas des bureaux à Québec, à Rimouski et à Montréal parce qu'il n'y a plus de locaux. Quand il y a un problème avec un propriétaire, il fait un appel d'offres puis s'en va ailleurs. Donc, nous, on dit que le service est essentiel. On veut maintenir de façon permanente le service pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. Et ce gouvernement-là, dans les dernières années, puis là, des gens, un ex-sergent, entre autres, du poste, a démontré tout le retrait
progressive des dernières années. On n'investit plus dans la flotte de camions, on n'investit plus dans les équipements. Les postes vacants qui sont vacants depuis des années ne sont pas remplacés. Donc, on pense que derrière le bouc émissaire du problème de local, il y a une volonté de fermer ce poste-là et possiblement de le rapatrier dans les postes voisins et desservir la MRC Rocher-Percé, par exemple, par les effectifs qui seraient à Gaspé et à New Richmond. C'est ce que les gens en place dénotent là, comme stratégie, mais le gouvernement a tenté dans les derniers mois, je pense, d'en mettre beaucoup sur les épaules du propriétaire, alors que, comme tu l'as mentionné, c'est pas un problème de local, c'est un problème de maintien d'un service essentiel en région. Puis ça, c'est le gouvernement qui est l'unique responsable de ça. Ça, parce qu'on parle quoi de 450 plaintes en 2025 pour braconnage et autres. On a entendu dans les nouvelles, justement, du braconnage, de la chasse de nuit, ce genre de choses. Fait que c'est un bureau qui est extrêmement occupé, qui a toute son importance. Fait que là encore, on se retrouve dans une situation... Bon, on renouvelle le bail avec une personne et demie à peu près. N'en demeure pas moins que c'est probablement un dossier qu'on va voir réapparaître aux prochaines élections. J'espère que ça va se régler avant et qu'il va y avoir des engagements, mais c'est quand même préoccupant. Est-ce que le gouvernement est encore en mesure de prendre des engagements à ce stade-ci, juste avant la fin de la... Le gouvernement, le Conseil des ministres demeure en fonction jusqu'au jour des élections puis et même dans les jours qui suivent. Pour les... Oui, absolument. Il s'agit d'une volonté politique de la part du ministre de dire aux gestionnaires, écoutez, là, votre vague de centralisation, là, votre stratégie de vider ce bureau-là, c'est fini, il y a matière à maintenir des effectifs sur place et il vous demande de revoir votre plan de match, puis ça va se faire automatiquement. Mais ça prend une volonté politique. Ça prend de la volonté politique. Exact. Sinon, bon, c'est là, on en est là pour ça, puis on va continuer de surveiller le dossier, n'est-ce pas? Sinon, il y a un autre truc qui est apparu là, tout récemment, là, et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été surpris. C'est sorti dans les nouvelles, donc c'est cette histoire que Québec voudrait récupérer le parc Forillon, le parc national Forillon. Donc, on le sait, on en a entendu parler en long, en large et en travers depuis à peu près les 60 dernières années. Parce que dans là, on ne parlera pas d'un bail là, en tant que tel, mais c'est plus ou moins le même principe. C'est qu'il y a la résiliation possible, donc, pour après 60 ans. C'est un bail de 99 ans, donc. Mais résiliation possible après 60 ans. Donc, ça nous amènerait à 2030. Là, il fallait que le gouvernement démontre son intérêt 5 ans avant la fin. Donc, là, on apprenait qu'il y a une lettre qui a été envoyée par Québec à Ottawa, disons que on serait intéressé à le récupérer selon certaines modalités. Là, je disais qu'il y en a plusieurs qui ont été surpris. Le maire de Gaspé a été surpris, les Micmacs ont été surpris, les expropriés de Forillon ont été surpris. Bref, à peu près tout le monde a été... En tout cas, la très grande majorité des gens ont été extrêmement surpris. Parce que... Pourquoi? Disons que c'est peut-être normal qu'après... quelques décennies qu'on se pose la question, que Québec se pose la question. On a une partie de notre territoire qui est gérée par le fédéral. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est optimal? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc, comme tu l'as bien mentionné, là, dans toutes les étapes, le gouvernement du Québec devait, là, en 2025, donner un préavis s'il voulait entreprendre une négociation avec le fédéral pour ou contre le renouvellement là, du bail à son échéance. Bon. Le dossier du parc Forillon, je vais être bien transparent. Moi, comme député en 2014, je pense, la deuxième campagne électorale, j'avais mis dans mon plan de match, effectivement, la possibilité là, de négocier, réouvrir la négociation avec le fédéral pour qu'il investisse dans le parc Forillon, parce que comme tu l'as mentionné, on peut dire que les investissements ont commencé, si je me souviens bien, autour de 2015-2016, des investissements majeurs du fédéral. Mais alors que je travaillais à la ville de Gaspé jusqu'en 2010, je me souviens, la ville de Gaspé, la MRC, la Chambre de commerce là, faisaient pression très fort. Il y avait même eu des rassemblements pour que le fédéral investisse dans le parc, qui était vraiment dans un état de délabrement et d'abandon. Il n'y avait pas d'investissement, la clientèle diminuait, puis on disait, vous avez exproprié des familles, vous avez posé un geste extrêmement fort, vous avez promis des centaines de milliers de visiteurs par année. Il faut que maintenant, vous livrez la marchandise. Donc, il y a eu beaucoup de pression dans le milieu et dans les années 2015 à peu près,
On a vu là, quand même plusieurs dizaines de millions d'investissements effectués par Parc Canada et ça a porté fruit. On le voit, les chiffres que tu démontres, l'achalandage est au rendez-vous. Donc, bon, peut-être que dans les années 2010, c'était pertinent de se poser la question. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, en 2025, le gouvernement du Québec ramène le dossier alors que, honnêtement, l'achalandage est au rendez-vous, les infrastructures ont été réhabilitées, le fédéral a donné le coup de barre qu'il devait donner depuis longtemps. Ça a pris du temps, mais il l'a donné. Maintenant, il est où le problème? Il est où l'avantage là, d'entreprendre cette négociation-là? C'est ça que j'aimerais que le gouvernement nous explique. Là. Ça peut être un geste préventif. Au cas où on déciderait de ne pas renouveler, on se prévoit de notre préavis 5 ans à l'avance, comme le bail le prévoit. Bon, ça peut être juste préventif. Est-ce que ça peut être préélectoraliste aussi, un geste d'affirmation nationale disant le fédéral est chez nous, on veut prendre votre place? T'sais. À la veille des élections, on peut voir toutes sortes de choses. La question qu'on peut se poser, si le préavis a été donné en 2025, pourquoi est-ce que c'est dans les dernières semaines que le gouvernement du Québec nous informe de ça? Et que par hasard, à quelques mois des élections. Il n'y a personne d'autre qui a été informé. On dirait même la ville de Gaspé semble tomber des nues avec cette histoire. Oui, bon, maintenant, il faut être honnête, il faut quand même être équitable dans nos propos. Ce qui était important, c'était de ne pas manquer le rendez-vous du 5 ans. Il fallait se manifester et dire, nous, là, on ne reconduit pas automatiquement, on vous avise qu'on veut négocier, qu'on veut en discuter avec vous, d'émettre l'avis légal pour entreprendre le processus. Est-ce que, de discussion avec le fédéral, est-ce que ça nécessitait au préalable la consultation des acteurs du milieu? On aura 5 ans pour le faire. Maintenant, le geste a été posé. Maintenant, peut-être qu'il n'y aura pas de suite. Puis si jamais Québec décide d'aller de l'avant, bien là, ça devient essentiel, absolument incontournable, effectivement, de consulter les autorités locales, la ville, la MRC, les ex-résidents du parc et toutes les communautés qui sont visées par ce projet-là. Mais à quelque part, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les intentions puis quels sont finalement les éléments sur lesquels s'est basé Québec pour réouvrir quand même cet important dossier-là. Là, c'est un geste qui, disons, est un petit peu gratuit, entre guillemets. On dit on a posé le geste, mais pourquoi? Quelle est notre vision? Quelle est notre stratégie? On ne le sait pas. Souhaitons qu'on le connaîtra dans les prochaines années. Là. Donc, c'est essentiellement, on peut penser que c'est essentiellement préventif parce qu'il fallait le faire de toute façon, ne serait-ce que pour se faire une tête quant à savoir est-ce qu'il y a une faisabilité ou... Mais n'en demeure pas moins que j'ai tellement hâte aux élections, je t'avoue, là, il va y avoir tellement de dossiers là, qui vont être sur la table. Chose qui est certaine, si le Québec s'était pas prévalu de son droit d'émettre cet avis-là, il l'aurait perdu tout simplement. Ben, il n'aurait pas pu négocier rien, puis ça se reconduisait pour encore plusieurs décennies. Donc, je pense que c'est un geste normal, c'est un geste adéquat. Maintenant, comme intervenant du milieu, je pense que les partis ont le droit de savoir maintenant c'est quoi le plan de match, puis consultez-nous, puis on veut travailler ce dossier-là ensemble parce que c'est un dossier de portée régionale à la limite. Là, c'est un parc national, puis les retombées sont dans l'ensemble de la région de la Gaspésie, c'est clair, et non pas uniquement même à la limite dans la côte de Gaspé. D'accord, donc je ne déchirerai pas ma chemise sur le sujet aujourd'hui. On va donner la chance aux coureurs. On va laisser la chance aux coureurs. Et puis, là, je sais que tu es super précis, ce qui fait j'ai toujours plein de choses à discuter avec toi, mais n'en demeure pas moins que on va se revoir d'ici l'été, je le souhaite, parce que j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui vont continuer de débouler comme ça. Gaétan, merci beaucoup. C'est toujours bon d'avoir tes lumières, surtout que toi, tu connais la mécanique, le Conseil des régions, tout ça. Là, j'avais besoin justement d'éclaircissement. Ça m'a fait plaisir, au plaisir de se reprendre. Gaétan Lelièvre, donc notre analyste politique préféré, vous le voyez, il y a toujours plein de sujets qui déboulent. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Gaétan connaît la machine de l'intérieur et suit effectivement tous les dossiers avec beaucoup de perspicacité. Ça fait qu'on va revoir Gaétan, je le souhaite, d'ici quelques semaines pour nous raconter la suite de nos aventures.